Salut tout le monde et bienvenue pour cette troisième partie de la rétro Astro où il sera question aujourd'hui d'animation et là aussi il y a de quoi parler. Malgré le succès du manga, il faudra attendre néanmoins 10 ans avant d'avoir le premier dessin animé. Et là encore il est précurseur. Car à cette époque, le dessin animé japonais n'avait pas une portée extraordinaire et beaucoup de spécialistes estiment que le premier représentant de la culture d'animation japonaise pour la télévision est justement Astro Boy. Ce n'est pas le premier dessin animé japonais, mais il est considéré comme la pierre angulaire de l'industrie de la japanimation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire des épisodes sérialisés avec des saisons, un style propre et une technique d'animation particulière. Ce qui signifie qu'Astro réussit le tour de force d'être le précurseur des mangas modernes et de l'animation moderne. Et c'est pas fini. Ouais, c'est pas faux, mais ça on le verra dans la quatrième partie. La première série est donc produite par Mushi Productions, la boîte d'Osamu, et diffusée sur Fuji TV entre 1963 et 1966 pour un total de 193 épisodes. C'est énorme, c'est plus que Saint Seiya ou Dragon Ball par exemple, avant Dragon Ball Z. L'histoire est écrite par Yoshiyuki Tomino, qui en est à ses tout débuts, mais qui s'est fait notoirement connaître par la suite pour son travail sur Mobile Suit Gundam. Elle est quand même globalement assez proche du manga, je ne reviens pas dessus. Juste une chose, elle démarre en 2013 et non plus en 2003, ce qui s'explique par les 10 ans d'écart avec la version papier, je vous l'avais dit dans la deuxième partie. Il y a toujours 50 ans d'écart entre le moment où est écrit l'histoire et sa localisation temporelle. Cela étant, dans la mesure où le manga était également publié à l'époque, la série animée s'en détacha assez rapidement et Tezuka créa de nombreuses histoires originales pour la série animée. Ce que l'on appellerait aujourd'hui des épisodes filler, même si conceptuellement c'était pas exactement la même chose pour Astro. Pour la réalisation, Osamu Tezuka utilisait la technique de l'animation limitée, c'est-à-dire qu'il réduit au minimum le nombre de mouvements des personnages afin de limiter le nombre de cellulos nécessaires et donc l'argent dépensé. L'animation limitée est une technique mise au point aux États-Unis mais qui va être sublimée au Japon. L'animation limitée, c'est l'art de donner du mouvement à une image fixe. Astro, c'est 8 images par seconde au lieu des 18 du cinéma d'animation traditionnel. Et ce changement va avoir une grande influence sur la Toei qui laissera tomber l'animation traditionnelle au profit de l'animation sérialisée avec toutes les séries qu'elle nous sortira des années plus tard et que l'on connaît bien. Quant à la musique mythique du générique, qui sera reprise en d'autres versions, elle est la création de Tatsuo Takai. Il existe d'ailleurs 2 versions de l'opening, une instrumentale et l'autre avec les paroles écrites par Shuntaro Tanikawa. Et tout ça, c'est un vrai succès. La série est accueillie très favorablement, la plus forte audience enregistrée pour un épisode, ayant même dépassé les 40%. Et Astro Boy, c'est aussi la première série japonaise exportée aux États-Unis. C'est pas mal, non ? La série, par son style épuré, a complètement impressionné un grand nom du cinéma américain, Stanley Kubrick, à tel point que ce dernier a demandé au dieu du manga d'assurer la direction artistique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Toutefois, Osamu déclina la proposition car cela l'aurait obligé à déménager plus d'1 an à Londres et il ne pouvait pas se le permettre. Malgré le succès de la série au Japon et aux États-Unis, hélas, elle ne sera pas diffusée en France. Ce qui fait que les petits Français que nous sommes avons découvert Astro avec la série des années 80 que je vais maintenant évoquer. Mais avant cela, je dois quand même vous parler d'un autre dessin animé, Jeter Mars. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ce truc-là ? Et moi, je vous réponds, que premièrement, c'est complètement con d'essayer de me parler au travers de YouTube, ça ne marche pas comme ça, et que deuxièmement, Jeter Mars était initialement prévu pour être la seconde version de l'animé Astro. Et comme vous pouvez le voir, le design du héros, Mars, est même assez proche de notre petit robot. Alors pourquoi c'était pas le cas ? En fait, au moment de la création de ce dessin animé, le studio Mushi Productions fait faillite. Osamu travaille alors un temps pour la Toei et souhaite créer une animation d'Astro en couleur. Sauf que c'est le bordel dans la liquidation de Mushi Productions et il ne disposera pas des droits suffisamment rapidement, tandis que la Toei le presse pour sortir son dessin animé. Alors le dieu du manga part sur autre chose, de similaire, mais pas pareil. À cause de ce mélange, la réception de la série est mitigée finalement. C'est pas réellement Astro, ni un nouveau personnage. Tezuka s'en désintéresse, et seulement 27 épisodes sont produits. Par contre, dès qu'il va récupérer tous les droits sur ces personnages, il va se lancer dans la création de la deuxième série officielle d'Astro, la série de 1980.
Ah, voilà ce que j'ai découvert étant petit et ce que j'ai tout de suite adoré, le reboot de 1980. Cette fois-ci, nous sommes en 2030, vous voyez, toujours cette notion d'histoire se déroulant 50 ans après l'écriture du scénario de l'œuvre. À l'époque, il se dit que Tezuka n'était pas complètement satisfait de la première série et il voulait tout recommencer à zéro. C'est son studio, Tezuka Productions, qui est alors à la manœuvre. 52 épisodes ont été produits, ce qui est peu par rapport à la série d'origine. Côté musique, le thème de la première série de Tatsuo Takai est repris, mais Seiji Suzuki est également crédité au générique. C'est lui qui va refaire un peu les arrangements. Il est connu pour avoir travaillé sur Lady Oscar et Lupin. Astro n'est pas le seul héros de Tezuka apparaissant dans la série. En effet, dans l'épisode La machine à voyager dans le temps, par exemple, on retrouve le célèbre médecin de l'ombre, Black Jack. Je vous laisse découvrir pourquoi, mais je pense que le titre vous donne un indice. En France, la série est arrivée le 4 janvier 1986 sur TF1 à 15h10. Ouais, je suis précis. Avec seulement 51 épisodes. Et oui, en fait, les deux premiers ont été fusionnés, et une grande partie sur la mort du fils du Dr Tenma et l'introduction du personnage d'Atlas ont été supprimés. Atlas apparaissant dans l'épisode 2. Atlas, personnage qui m'a fortement marqué, comme je vous l'ai déjà dit étant petit, et qui est l'antagoniste principal d'Astro dans cette série. D'ailleurs, c'est la principale différence de cette seconde série. Tezuka a vraiment insisté sur le conflit Astro versus Atlas, puisque 9 épisodes y sont dédiés dans la version originale. D'ailleurs, l'idée poursuivie dans ces 9 épisodes était que la lutte entre le bien et le mal n'était pas aussi manichéenne qu'on pouvait le supposer, chaque camp ayant ses forces et ses faiblesses, chaque camp ayant ses arguments. Dans la version francophone, la voix d'Astro est assurée par Flora Balzano. Cela ne vous parle peut-être pas, car l'équipe de doublage est en réalité québécoise, le dessin animé ayant été doublé par les productions Via le Monde avant d'arriver dans notre beau pays. Et oui, on a la version québéco-canadienne ou canado-québécoise, ou faites comme vous voulez, qui diffère quelque peu de la version originale. Par exemple, la séquence d'intro, récapitulant la construction d'Astro avec la voix off. Ça crée un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. Oui, celle-ci est issue de cette version. Mais la séquence d'intro n'est pas le seul ajout. En effet, puisque cette version était fortement censurée et perdait quelques minutes, il a fallu un peu compléter. Pour cela, les génies de la production ont eu une super idée. Des séquences ont été ajoutées montrant Astro faisant son compte-rendu du jour au super ordinateur Geronimo avec une toute petite erreur glissée dans son rapport que les enfants âgés de 6 à 14 ans devaient retrouver parmi 3 propositions et envoyer leur réponse à la télé. TF1 en France, donc, pour gagner des petits cadeaux. Astro s'est-il trompé A. sur le nom du vaisseau spatial, ou encore B. sur la nature de la cargaison de ce fameux vaisseau spatial, ou C. sur l'emplacement de la touche de l'autoguidage? Vous avez trouvé? Ok, alors vous prenez un stylo, une carte postale, vous inscrivez tout en bas votre choix, soit A, soit B, soit C. Je manquais de tout mettre bien. Et bien cette semaine, on gagne une super parure de lit à l'effigie de Astro et cette petite copine. Bien sûr aussi des albums à colorier, mais ça vous le saviez. Et oui, au-delà de la censure, il y a souvent des différences entre version originale et version française. Par exemple, le nom d'Astro, dans la version originale, c'est Cathy qui choisit son nom dans l'épisode Robot Circus, car c'est un robot à propulsion atomique. Donc il s'appellera Atomu, traduit en anglais par Astro. Bon, même si ça marche moins bien. Mais en français, c'est le directeur du cirque qui l'appelle ainsi, sans raison particulière. Voilà, dommage. Mais Roberto est décidé à mener la vie dure au petit robot, auquel il a donné un nom d'artiste, Astro. Autre anecdote, ouais, c'est la coutume dans la rétrospective Astro. Dans la version française, le Dr Tenma ne cherche pas à remplacer son fils décédé, mais simplement lui rendre hommage. Le professeur Balthus passe aux actes. Il crée un robot enfant en mémoire de son fils qui en avait eu l'idée. Voilà, ça se fait pas, ce genre de discours. C'est pour cela que c'est fortement censuré et qu'Astro s'appelle Tommy, et non Thomas, qui est le prénom francisé de Tobio. Ça va, vous suivez ? Après lui avoir fait signer un contrat, Roberto emmène Tommy dans son cirque de robots où se produit la vedette du spectacle, un super trapéziste dont les réflexes sont informatisés au millionième de seconde. Le générique québécois est interprété par les Petits Chanteurs d'Asnières, chorale française assez connue. De paradis ne vont pas. On approuve tes colères quand tu dis. Allez savoir pourquoi, la version française a été réenregistrée par Franck Olivier. Chevalier qui nous apprend à nous entraîner, toujours là quand il faut, c'est Astro le Qui a quelque temps assuré les premières parties de Claude François et que vous connaissez peut-être pour ce générique.
Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Il interprète également le générique de fin, que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais petit, notamment pour son animation. C'était tout simple, mais on voyait plusieurs images qui se regroupaient en une seule pour décomposer le mouvement d'Astro. Sympa. Vous arrivez, Astro, généreux, toujours là quand il faut. Si le vrai triomphait du faux, que le monde serait beau. Alors cette série, je vous l'ai déjà dit, m'a énormément marqué étant petit. Le combat contre Atlas, les prouesses d'Astro, et pourtant j'avais pas vu tous les épisodes. Loin de là. Mais je ne sais pas pourquoi, ce petit robot plein d'humanité m'a marqué. Sans doute mon côté mielleux y était déjà sensible. Et puis bon, c'était pas tous les jours qu'on pouvait dire à ses parents qu'on regardait un robot tirer avec son cul. En 2003, afin de célébrer les 40 ans du petit robot, Tezuka Productions et Sony Pictures s'associent pour créer une nouvelle série comportant 50 épisodes réalisés par Konaka Kazuya, qui a bossé sur Blackjack, mais aussi sur Ultraman. Comme pour la version précédente, on aura le droit à la traduction de la version outre-Manche et pas directement celle issue de la version japonaise. Le doublage ne m'a pas spécialement marqué, tout comme l'animé, elle a été diffusée sur France 3 en 2004. C'est un remake de la série de 1963 avec un Dr Tenma encore plus antipathique que d'habitude je trouve, car le père d'Astro apparaît comme le principal antagoniste de la série. Du coup je le déteste encore plus. Visuellement c'est assez classique, c'est du Astro lifté. En 2014 sort une nouvelle série de seulement 8 petits épisodes, nommée Little Astro avec un public visé fortement rajeuni. On s'attaque ici à la maternelle, 12 minutes par épisode, même pas de quoi en faire une anecdote. Ah si, oui, en fait c'est une production internationale réalisée avec le Nigeria. Et oui, et la série a d'abord été diffusée là-bas, mais avec quelques difficultés de retransmission. En 2019, nouvelle série de 52 épisodes de 11 minutes avec Go Astro Boy Go. C'est une nouvelle création internationale puisque développée par la société française Planète Nemo Animation. Là aussi, ça se veut pédagogique et pour les ch'tis d'enfants. Annoncé déjà depuis un bon moment, le projet de reboot de la série est porté par Shibuya Productions et Méthode Animation, responsable par exemple de la série Iron Man. Et c'est un Français qui est aux commandes, Thomas Astruc, créateur de la série Miraculous. Un teaser est déjà sorti, alors je ne suis pas fan du design, sans doute que je suis trop attaché à la série des années 80, même si ce n'est pas suffisant pour lui tourner le dos. J'attends de voir l'animation et l'histoire, mais j'avoue que Miraculous était plutôt pas mal comme série et que la série Iron Man, qui a un design assez proche, ne m'a pas rebuté plus que ça, même si elle s'adresse à un tout autre public que moi, compte tenu de la personnalité ultra lisse de Tony Stark. Mais bon, attention, pour l'instant aucune date de sortie, donc on sait pas si ça arrivera un jour. Et oui, Astro c'est aussi des films d'animation et pas mal de courts-métrages qui hélas n'ont jamais été doublés, ainsi que 2-3 émissions crossover avec d'autres personnages du monde de Tezuka. Commençons rapidement par les courts et moyens métrages. Tout d'abord, Astro Boy, Chapter of the Blue Nile, court-métrage de 11 minutes diffusé en 1999 au Tezuka Osamu World et où Astro affronte le Chevalier Bleu. Vient ensuite Astro Boy Doomsday, sorti en 2001 d'une durée de 16 minutes, il pouvait être acheté en ligne sur la plateforme Videx, en japonais. Deux ans plus tard, en 2003, sort Le secret de la naissance d'Astro, court-métrage de 20 minutes, sorti également au Tezuka Osamu World. La même année, on aura le droit à Ivan's Planet, pareil, diffusé uniquement au Tezuka Osamu World, durée de 20 minutes également.
Un an plus tard sort un nouveau court-métrage, The Glorious Earth, d'une durée de 20 minutes, et qui sera projeté au... Eh ouais, j'ai entendu celui du fond, Tezuka Osamu World, avec un petit twist final quand même plutôt sympa. Puis enfin, je citerai Astro Boy vs Ixa, film IMAX de 40 minutes, sorti en 2005, uniquement en japonais, et où Astro va affronter Ixa, un robot très costaud. Du côté des longs métrages, on peut citer Astro the Brave in Space, sorti en 1964, mais qui en fait est un faux long métrage, dans la mesure où c'est une réédition de 3 épisodes de la première série, avec une recolorisation partielle. Pour finir cette partie, j'évoquerai rapidement le film d'animation de 2009, pas forcément bien accueilli. Le film est produit par Imagi Studio qui a fermé juste après, et il est réalisé par David Bowers, à qui l'on doit Story City et le journal d'un dégonflé. Des films qui font sourire dit comme ça, mais Story City c'est pas mauvais du tout. Hein. Bon, le film ressasse une nouvelle fois la naissance d'Astro. Sur le fond, il n'est pas si mal, mais je ne suis tellement pas fan de l'animation 3D que j'ai décroché. Pourtant, il y a des choses positives dans ce film. Il est assez sérieux, bien réalisé, propre, design assez fidèle, mais voilà, cela ne prend pas avec moi. Par contre, je comprends qu'il soit apprécié, si tant est qu'il le soit, hein, car il n'a pas franchement marché à sa sortie. Hein? I got machine guns in my butt. J'ai fini mon tour d'horizon non exhaustif de la partie animation, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, comme d'habitude je vous donne rendez-vous pour la dernière partie. En attendant, prenez soin de vous.